That fresh morning. That fresh morning. Gina, on fait des propositions ce matin, c'est ça? Oui, on fait des propositions ce matin. Donc, comme tu le sais, la semaine, je pense il y a 2 semaines, on abordait déjà la question du confinement et celui de la responsabilité parentale. Parce que dès lors qu'on avait annoncé que tous les établissements scolaires devaient être fermés, tu te souviens qu'ici, on avait fait une rubrique sur le fait que les établissements scolaires fermés, les parents, en fait, pensaient que c'était la bonne période pour laisser leurs enfants jouer au quartier, s'amuser, faire ce qu'ils voulaient, aller où ils voulaient. Or, en réalité, les établissements scolaires étaient fermés pour éviter justement toutes les interactions d'enfants entre eux et donc éviter une propagation de la maladie au sein même de cette catégorie-là de la population. Et aujourd'hui, on revient encore avec cette question, ce qui est celle de la gestion en fait des enfants une fois qu'on est en période de confinement. Alors, je parle de ça parce que dans le journal de ce matin, tu sais, quand je lisais l'actualité, on parle de ce drame, donc de 2 adolescents qui ont péri par noyade à Michel-Marine. C'était mardi après-midi. Oui, mardi après-midi, donc ils sont décédés par noyade à Michel-Marine. Et donc, on se pose des questions. Et là, on va forcément parler du quid de la gestion en fait des enfants en cette période de coronavirus. Est-ce que les parents contrôlent véritablement leurs enfants? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils doivent garder leurs enfants à la maison? Parce que là on parle de noyade, mais il y a certainement plusieurs cas dans Libreville. Je pense que toi et moi et toutes les personnes qui nous écoutent doivent certainement, quand on est au travail en journée ou lorsqu'on rentre chez nous, ainsi de suite, on voit ces enfants qui déambulent dans les rues de Libreville, qui passent du temps ensemble, qui sont assis dans certains endroits publics, et on se pose la question de savoir si les parents ont vraiment pris la mesure en fait de ce que représente en fait l'intérêt de garder leurs enfants à la maison. Après, hier avec Mosley, on parlait de la question de l'enseignement. Alors tu te souviens, après le discours donc du ministre qui parlait de l'enseignement via internet et ainsi de suite, il y a plusieurs voix se sont élevées pour se demander comment est-ce qu'on va faire ça. Encore aujourd'hui, si vous regardez le dessin du caricaturiste Libec dans le journal du jour, vous allez voir que Libec tourne ça un petit peu en dérision. Parce qu'il y a un enfant qui vient demander à son père, qui vient dire à son père qu'il a une super bonne nouvelle, il va repartir à l'école parce que le ministre l'a annoncé, ils vont faire comme chez les Blancs. Et le père lui demande, est-ce que tu as un ordinateur? Est-ce qu'on a le Wi-Fi? Non. Est-ce que tu as un ordinateur? Non. Tu as une tablette? Non. Tu as un smartphone? Non. Alors, sache que c'est un poisson d'avril. C'est pour montrer en fait que sans tous ces éléments-là combinés, qui serait donc une composante de chaque ménage à Libreville ou même au Gabon, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de Libreville, ce serait très compliqué en fait de faire l'enseignement à distance aux enfants. Et c'est pour ça que je suis allée rechercher, parce que hier, comme Mosley faisait la rubrique, j'ai abordé cette question assez légèrement. Je suis allée rechercher quelques articles. Alors, en France, et vous pourrez donc retrouver ces articles-là en ligne. Tout le monde en a un petit peu parlé, notamment le Parisien qui a même fait tout un article sur l'offre de France 4 qu'ils ont lancé. France 4 a lancé toute une offre qu'ils ont appelée l'école à la maison. Et donc chaque télévision, en fait, les télévisions en France se sont adaptées à la tendance du confinement, parce que durant le confinement les enfants sont à la maison, ils n'ont pas école, tout le monde est là, et il y a quelque chose, il y a la question de l'enseignement en fait qu'il faut garder, il y a l'éveil de l'enfant qu'il faut conserver. Et donc par exemple des chaînes comme TF1 ont, depuis le lundi 16 mars, aménagé leur grille. Ils sont passés de Téfou, je pense que tout le monde connaît la chaîne Téfou pour les enfants, qui était de 6h30 à 8h30, c'est passé désormais à 9h30 à 11h, avec des séries en fait prisées par les enfants pour les moins de 10 ans. Après, tu as France 4 qui, le 23 mars, a lancé une offre spécifique ludo-éducative pour les 3-6 ans, qui retrouve le matin donc des dessins animés, des séries animées très ciblées, mais avec un fort potentiel éducatif pour les enfants. Et après, tu as les 6-12 ans, toujours sur France 4, qui retrouvent ensuite des programmes en fait adaptés. Par exemple, tu vas avoir, c'est toujours pas sorcier, donc c'est toujours des programmes éducatifs. Tu vas trouver des programmes comme Approcher la science, ce genre de choses. Ou alors les grandes vacances. Ce sont des programmes en fait
pour garder l'éveil des enfants toujours actifs. Et tu as la mise à jour donc de France Télévisions qui s'adapte aussi en heure, qui a proposé désormais à travers la chaîne France 4 ce qu'ils ont appelé l'école à la maison de 9h à 16h. Et donc à travers ces programmes-là, tu as des programmes pour les enfants par exemple destinés aux 8-12 ans. Ensuite tu vas avoir des programmes pour les 3-18. Bref, tu as en fait des programmes adaptés à chaque catégorie d'enfants et à chaque programme scolaire. Là on est en train de parler de chaînes de télévision, mais des chaînes de télévision nationales. Tu vois, France 4 c'est pour l'État, sauf si je me trompe, tu vois, ils ont adapté. Ça fait partie du groupe France Télévisions. Voilà, ça fait partie du groupe France Télévisions qui est le groupe étatique. Donc ils ont adapté tous les programmes de la télévision aux enfants. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui? Parce que quand on se rend compte qu'on est face à une difficulté, on peut trouver des opportunités. À chaque fois qu'il y a un problème, il faut réfléchir aux opportunités que l'on pourrait développer pour pouvoir ensuite adapter une solution en fait à notre environnement. Alors chez nous, on est bien d'accord que des voix s'élèvent ci et là pour dire qu'on ne peut pas avoir un confinement comme en Europe ou comme aux États-Unis parce qu'on ne ressemble pas à l'Europe ou aux États-Unis. Mais s'il y a au moins une chose que l'on a en commun, c'est le fait que la télévision nationale arrive partout au Gabon, dans les coins les plus... voilà, la télévision nationale y arrive. Tu vois, donc aujourd'hui, ce serait important ou intéressant de réfléchir à cette phase-là, donc des programmes télévisés où tu aurais de 9h à 10h, comme sur France 4, des programmes pour les CP et les CE1, et puis tu aurais ensuite de 11h à 12h, des magazines pour les 8-12 ans, les CM1 et les CM2, et puis de 14h à 15h, tu aurais des cours qui seraient destinés aux collégiens, et là on n'aurait pas grande difficulté à se prendre la tête en fait, parce que en gros c'est des professeurs, parce que si le programme scolaire, parce que je n'invente pas le programme scolaire, pourquoi il y a souvent des contrôleurs, je sais pas, tu sais, qui viennent souvent dans les établissements scolaires, là j'ai oublié, les inspecteurs d'académie, voilà, les inspecteurs, qu'est-ce qu'ils viennent souvent contrôler? Que le programme scolaire est respecté. Pourquoi ils contrôlent que le programme scolaire est respecté? Parce qu'en réalité sur le territoire national, tous les élèves ont en fait le même programme. Que tu apprennes au lycée Henri Sylvos de Mwanda, que tu apprennes au lycée Léomba, que tu apprennes au lycée Batsanta, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, tout le monde a le même programme. En première, en terminale, en seconde, tout le monde suit la même chose. Donc si on a le même programme, en réalité on est capable de faire des cours qui toucheraient tous les élèves en même temps, en passant par la télévision. Encore qu'il faudrait que la télévision nationale s'adapte, parce qu'il faudra donc mettre en place des productions, parce que c'est pas des animateurs ou des journalistes qui feraient ça, il faut des professeurs, et il faut que les professeurs adaptent ensuite ces cours-là aux exigences de la télévision, donc des 30 minutes, des 15 minutes, ou je ne sais pas, ce genre de choses. Par exemple, tu vas avoir des 15 minutes de lecture pour les tout petits, et ce genre de choses, ou des 30 minutes pour un cours d'histoire, ou 30 minutes pour un cours de maths, histoire de garder toujours en éveil les enfants en fait durant cette période. Parce que la grande question que tout le monde se pose et que personne ne veut regarder en face depuis ces derniers temps, c'est quand sera-t-il des examens de fin d'année? Alors si les enfants restent à la maison, on est bien d'accord que c'est une pause totale sur le programme scolaire. Donc comment est-ce qu'on va faire pour les examens de fin d'année? Or aujourd'hui, si on fait cette école à la télévision, qu'est-ce que ça aura comme impact? Ça va faire d'abord premièrement en sorte que les parents canalisent leurs enfants et obligent les enfants à rester à la maison, à regarder la télé. Et pour une fois, la télé sera utile, parce que là, dans ce cas, tu regardes la télé et tu retires quelque chose, pas des programmes séries, tu vois, l'eau de rose et ce genre de choses. Donc les enfants resteraient à la maison, regarderaient la télévision, prendraient des notes, feraient leurs cours et ainsi de suite. Et puis surtout, on aurait réussi le fait de demander à chaque personne de rester chez elle en fait. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est ça. On demande à tout le monde de rester à la maison. Mais rester à la maison à faire quoi? Et puis j'entends d'autres personnes qui me disent, oui, mais Gina, il y a des maisons aussi qui n'ont pas la télévision et blablabla. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais tu sais que dans certains villages,
Il y a souvent des zones où il y a une télévision chez le chef de village et tout ça pour les enfants qui sont là. Donc, ils sortiraient juste la télévision et les enfants regarderaient. Ce serait vraiment comme s'ils avaient un professeur qui leur donnerait des cours. Mais pour ça, il faut être réactif, il faut que la production soit dynamique et il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Ça, c'est pour le cas des enfants qui sont à la maison. On passe donc au deuxième cas. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais si vous allez sur le site de Jeune Afrique, ils ont fait une très belle interview avec un monsieur qui s'appelle Francis Akintes, qui parle du confinement, en fait, le confinement version africaine. Francis Akintes, c'est un sociologue ivoirien qui a décidé, en fait, de se pencher un petit peu sur cette question du confinement à l'africaine, et il est professeur de sociologie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Alors, ce qui est intéressant avec le point que Francis Akintes a fait dans son interview avec Jeune Afrique, c'est qu'il y a une question où le site lui demandait quelle serait la solution pour parvenir à un confinement efficace et accepté par tous. À cette question, il a dit qu'on doit avant tout organiser le respect des consignes dans les quartiers populaires. Il faut discuter avec les gens, leur faire confiance, aller dans les quartiers et dire voilà les risques et on n'a pas de solution. Alors que peut-on faire? Ensemble, on discute, tu vois, et il faut amener les habitants à penser les stratégies de gestion du risque. Il faut aussi s'adresser aux jeunes parce que dans nos sociétés dans lesquelles les liens générationnels ne sont pas complètement rompus, il faut réactiver ce souci des aînés pour améliorer l'acceptabilité des consignes. Et enfin, il y a des urgences concrètes. Dans certains quartiers, se laver les mains est un luxe. Donc, il est donc indispensable d'améliorer l'accès à l'eau et bien sûr aux soins. Sans cela, c'est une certitude, l'épidémie va se propager très rapidement. Donc, c'est juste une partie de son interview que j'ai récupérée. Pourquoi j'ai récupéré cette partie? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la partie concernant les quartiers populaires. Alors, depuis le début de cette pandémie et de cette épidémie dans notre pays, on n'arrête pas de dire au Dafresh Morning que c'est à ce moment que les bras de l'État, là, les démembrements de l'État, ce qu'on appelle des services étatiques de proximité, là, c'est à ce moment-là qu'ils doivent jouer leur rôle. Je m'adresse particulièrement aux chefs de quartier et aux maires d'arrondissement. Alors, le travail d'un maire, si tu vas dans les pays développés, le maire ne reste pas dans son bureau. Le maire connaît ses concitoyens. Il sait qui vit avec qui, il sait qui a couché là-bas, qui a célébré le mariage là-bas. Le maire, c'est la représentation de l'État, mais la représentation de proximité. Le maire ne reste pas juste dans son bureau, les portes fermées, et puis il envoie des notes et il colle des affiches, ou alors il se charge avec ses équipes de légaliser des actes de naissance. Non, ce n'est pas ça l'unique travail du maire. Le maire doit être un agent de proximité. En ces temps de coronavirus, en réalité, chaque maire devrait faire des tournées dans son arrondissement pour comprendre en fait quels sont les besoins des populations. Parce que quand on parle de confinement, on est bien d'accord, comme je le disais, que le confinement en Europe ne peut pas être le même chez nous. Parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes exigences. Aussi, on est d'accord qu'on n'a pas la science infuse. Vous qui vivez dans vos maisons, ainsi de suite, nous tous d'ailleurs, ceux qui seraient efficaces pour nous ne seraient pas ceux qui seraient efficaces pour moi, par exemple. Ce que je penserais pour être très sécurisant pour moi ne sera peut-être pas la même chose pour Dafresh. Ce sera peut-être pas la même chose pour Fallon, ni pareil pour Mosley, parce que les réalités de nos vies ne sont pas les mêmes. Alors la seule chose qui reste à faire, comme on le dit toujours, pour avoir une information, la seule possibilité reste encore de la demander. Il faut emmener les gens à contribuer. Si on ne demande pas aux gens ce qui parlerait, ce qui serait utile pour eux, ben on va toujours continuer à leur fournir des solutions qui ne sont pas adaptées à leurs problèmes. Or, en réalité, aujourd'hui, on est dans une phase où le problème concerne tout le monde. On doit regrouper des gens, tu vois, en fait, je dis que c'est absurde parce que pendant les élections, on fait ça. Tu vois, pendant les élections, on va dans les quartiers et puis je ne demande pas de réunir les gens, je demande d'aller les voir personne par personne en respectant bien sûr toutes les mesures de prévention, et ça, ce serait un travail des équipes municipales. Pendant les élections, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe toujours les citoyens et on dit qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qu'il vous faut dans votre quartier, parce que tel candidat, tel autre candidat ou tel autre candidat va vous apporter ça. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Pourquoi on fait ça pendant les élections? Parce qu'on se dit que pour apporter une réponse optimale aux problèmes des citoyens, il faut encore leur demander quel est votre problème. Tu ne viens pas offrir, je ne sais pas, des tôles à un
quartier où, par exemple, non, je parle des tôles, des bouquets de télévision, par exemple, à un quartier où ils ont des problèmes d'eau et des problèmes d'électricité. On est bien d'accord que eux, ça va rien leur dire, parce que leur principal problème, c'est qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Comme tu ne viens pas offrir un écran et tout ça pour dire que bon, désormais vous allez voir les matchs de foot en direct, quand à chaque fois qu'il y a une pluie dans le quartier, il y a des inondations. Il faut aller voir les populations, demander qu'est-ce qui marcherait pour vous. Maintenant, l'avantage avec ça, le point positif avec cette démarche, c'est que une fois qu'on a mis quelqu'un, en fait, on l'a transformé en acteur en acteur de ce qui est en train de se passer. Ils se sont beaucoup plus concernés que quand il est posé chez lui. Et puis il voit comment on lui dit que bon, à partir d'aujourd'hui, reste comme ça, fais comme ça, ne marche plus ici, ne dis plus ça. Les choses, si ce n'est pas adapté à ses réalités dans son quartier, il va pas forcément les prendre en considération parce qu'il se dit que c'est des choses qu'on en voit uniquement. Et là, je ne suis pas en train de parler ni du discours du ministre de l'Intérieur, ni du discours du président de la République, parce que eux, ils donnent en fait des orientations nationales. Après, ces orientations-là doivent être pilotées. C'est une échelle. C'est chacun qui pilote ça ensuite à son niveau. Et le niveau en question doit être beaucoup plus effectif. Alors, on ne doit pas juste se limiter à faire des tours dans les quartiers et aller voir le bar qui a ouvert, l'église qui a ouvert et ainsi de suite. Non, il faut qu'on s'occupe aussi de ces citoyens-là qui veulent bien respecter des règles, mais qui ont des difficultés. Hier, on parlait de cette question. Comment est-ce qu'on gère les personnes qui sont en situation de précarité si on n'a aucune idée de qui elles sont? Il faut aller dans les quartiers, il faut mettre tout le monde à contribution pour identifier les maisons où des gens ont des besoins particuliers, où des gens ont de l'argent parce qu'ils vont travailler au jour le jour, où des personnes en fait avec cette crise de coronavirus seront dans des situations hyper difficiles. Autre chose, tu sais que depuis des années au Gabon, on a des tickets et d'âne en fait qui sont pris en charge par l'État. C'est des tickets, j'ai oublié comment on les appelle. Compteur social. Voilà, des compteurs sociaux. Alors ces personnes-là, on les connaît. C'est qu'aujourd'hui, pour pousser encore le bouchon un petit peu plus loin, on pourrait les aider dans leur charge d'électricité et leur charge d'eau. Il ne s'agit pas uniquement d'offrir des mois de gratuité ou d'offrir des frais dans des transferts d'argent ou je ne sais pas, ce genre de choses. Les problèmes sont beaucoup plus graves que ça. Et si vous lisez bien l'article, l'interview de Francis Akindès sur le site Jeune Afrique, le confinement en Afrique va déboucher en fait sur des problèmes un petit peu qui vont traverser totalement le secteur sanitaire désormais. On va aller dans des choses beaucoup plus graves si aujourd'hui on ne prend pas en compte toutes les couches de la population. Mais ça, on ne doit pas attendre que les choses évoluent de manière totalement dramatique pour commencer à travailler. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est à ce moment qu'on a envie de voir tout le monde en fait réfléchir, créer des choses, mettre la main à la pâte et montrer qu'on est dans un pays où des mots comme la solidarité, le dynamisme et le travail, ben ça parle encore. Et là, quand on fera ça, vous allez voir que les gens vont se sentir un petit peu plus pris en compte, un petit peu plus considérés, et donc tout le monde va se sentir concerné par cette question de coronavirus. Par contre, vu comment c'est fait aujourd'hui, c'est pas demain la veille en fait qu'on arrivera à la finalité que je viens de décrire. Il faut que chaque personne qui détient un tout petit pouvoir de l'État, donc un tout petit pouvoir de responsabilité, ou je ne sais pas, dans les zones comme je parlais tout à l'heure des maires et des chefs de quartier, il faut que les gens se posent et réfléchissent exactement à quelle peut être leur action. En ce qui me concerne, c'était mes propositions et c'était tout pour la rubrique du jour. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Da Fresh Morning.